Alors, est-ce que tout le monde nous entend? Oui, parfait. Je vais laisser la parole déjà à notre directeur général, monsieur Eck, pour ouvrir, le bal, on va dire, et après, je reprendrai la parole par la suite. Merci Angélique et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire plein milieu d'après-midi sur la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est un webinaire qu'on organise sur toute une semaine où il va y avoir des temps un petit peu marquants. On va parler de documents uniques en ce début de semaine et aujourd'hui nous faisons un point sur, j'allais presque dire, la mission essentielle d'un service de prévention et de santé au travail, c'est de prévenir la désinsertion professionnelle. Et si vous me permettez, une expression, je dirais que c'est un peu notre objectif, c'est d'emmener les gens dans le meilleur état de santé possible jusqu'à la période de retraite. Mes propos s'inscrivent volontairement dans l'actualité, puisque nos services de prévention de santé au travail sont concernés également par les débats parlementaires et législatifs qui ont lieu actuellement. Donc on ne se permettra pas de faire de commentaires d'ordre politique à cet endroit-là, mais sachez qu'en tout cas, nous sommes potentiellement un outil et un instrument au service des travailleurs et des entreprises, et notamment sur cet axe qu'on a appelé de manière un petit peu fourre-tout, qui est la prévention de l'insertion professionnelle. Autour de l'écran, il y a des professionnels du maintien en emploi. Parfois, j'emploie plutôt ce terme parce que c'est le côté du verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais en tout cas, on voit bien qu'on est dans l'objet de la prévention, puisque c'est ce terme qui a été rajouté dans les éléments de la loi et qui aujourd'hui rendent notre titre, notre fonction. Avant, on était la médecine du travail, la santé au travail. Aujourd'hui, la prévention de la santé au travail, et particulièrement sur cet axe-là. Je ne serai pas très long pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Angélique donnait l'ouverture du bal, je vais rendre tout de suite la mesure à nos animatrices. Simplement pour vous expliquer que la prévention des insertions professionnelles, les services de santé au travail n'ont pas attendu une loi du 2 août 2021 pour en faire. On en faisait déjà beaucoup, et particulièrement pour ce qui concerne nos services de Corrèze et de Dordogne qui ont fusionné l'année dernière. Nous avions des modalités d'intervention, de coordination déjà tout à fait matures. Je regarde à la fois les collègues de Corrèze et ceux de Dordogne. Simplement, le législateur a trouvé bon d'unifier un petit peu tout ça au niveau national pour essayer de monter un petit peu par le haut avec un élément un peu socle de structuration par une cellule. Le pire qui aurait pu arriver, c'est de se dire les 16 préventions santé au travail prennent la main, deviennent des pilotes de cette politique-là. C'est absolument pas le cas, et particulièrement dans nos départements, c'est pas la manière dont on a voulu le faire, et on voulait déjà le travailler de manière hyper partenariale auparavant. Donc dans l'explication qui va vous être donnée par nos intervenants cet après-midi, vous verrez sans doute beaucoup de clins d'œil et d'apostrophes à d'autres partenaires. Je sais du maintien en emploi en général, je ne vais pas les citer pour n'en vexer aucun, mais vous dire simplement cette mission, elle est suffisamment compliquée pour ne soustraire aucune force et aucune compétence derrière. Les enjeux peuvent être parfois très professionnels, très individuels, très sociaux, et donc il va falloir chercher toutes les compétences qui sont derrière dans le champ du social, du médico-social, du sanitaire et de la prévention en général. Merci en tout cas pour votre participation. Je vais rendre la parole à Angélique qui n'a pas de problème d'écho et qui va pouvoir ambiancer, comme on dit, cette petite heure de travail tous ensemble. Je vous souhaite une bonne réunion. Je coupe mon micro et ma caméra et je continue à vous écouter. Donc la prévention de la désinsertion professionnelle, vaste sujet effectivement. Alors juste pour commencer, je devais présenter en fait ce webinaire avec le docteur Nantiras qui malheureusement n'a pas pu être présente. Voilà, donc elle s'excuse, mais c'était impossible pour elle d'être là. Donc je vais le présenter seule. Donc pour commencer, comme le disait Monsieur Eck, on a fusionné dernièrement. Donc aujourd'hui, notre service couvre la Dordogne et la Corrèze. On a à peu près 150 000 salariés suivis, donc salariés et dirigeants, et 13 400 entreprises. Donc, le service de prévention et de santé au travail, on a 4 missions principales, on va dire. Tout ce qui est les actions en entreprise. On va avoir la surveillance de l'état de santé que vous connaissez bien au travers des visites médicales, la traçabilité et la veille sanitaire, et notre rôle aussi de conseil auprès des employeurs et des salariés. Donc, au niveau de l'équipe, donc on a effectivement le médecin du travail, mais toute une équipe gravite autour de ce médecin du travail. Donc, on a les secrétaires médicales, les infirmières en santé au travail. On a des équipes de préventeurs qui sont composées d'ergonomes, de techniciens hygiène et sécurité,
toxicologue industriel, ingénieur qualité, sécurité et environnement. On a assistante sociale, psychologue du travail, assistante technique de santé au travail, voilà, que vous pouvez effectivement rencontrer lors de l'élaboration des fiches d'entreprise. Et on a aussi une cellule donc PDP, de prévention de la désinsertion professionnelle, une cellule pluridisciplinaire. J'expliquerai un petit peu plus quelles sont les missions de cette cellule-là. Alors au sommaire, donc on va déjà voir la PDP, de quoi parle-t-on, qu'est-ce que c'est, la prévention de la désinsertion professionnelle. On va aborder aussi le cadre légal, les facteurs de risque, les différents acteurs aussi qui gravitent autour de ce vaste enjeu qui est la prévention de la désinsertion professionnelle. On va aborder les différents dispositifs qui existent et on finira sur la culture de la prévention de la désinsertion professionnelle au sein de l'entreprise. Comment mettre en place cette culture de prévention? Alors, la prévention de la désinsertion professionnelle, qu'est-ce que c'est? Avant de parler de prévention, il faut parler du risque. En fait, le risque ici, c'est le risque de désinsertion professionnelle. C'est-à-dire qu'un salarié peut, lors de sa carrière, avoir des soucis de santé, des problèmes de santé, de handicap, qui vont avoir une répercussion sur le poste de travail. Ces répercussions sur le poste de travail peuvent engendrer des absences, donc des arrêts maladie, des restrictions. Si des mesures ne sont pas mises en place en amont, ça peut aller jusqu'à un licenciement pour inaptitude. Et donc là, on peut se retrouver dans une rupture du parcours professionnel. Donc ça, c'est le risque de désinsertion professionnelle. Ça part d'un problème de santé et ça peut aller jusqu'à une rupture du parcours professionnel. Donc la prévention de manière générale, c'est toutes les actions qui vont être mises en place pour permettre de diminuer le risque. Dans la prévention de la désinsertion professionnelle, ça va être mettre en place les actions qui vont permettre d'éviter la perte d'emploi du fait d'un handicap ou d'un problème de santé, qui vont avoir des conséquences sur le poste de travail. Et l'idée, c'est d'intervenir, quand on parle de prévention, c'est d'intervenir le plus en amont possible des problématiques. Donc la prévention de la désinsertion professionnelle, elle va viser à aider les personnes donc, à se maintenir à leur poste de travail, mais ça peut être aussi à un autre poste si l'aménagement du poste initial ne suffit pas. Donc ça peut être dans leur entreprise, donc là on parlera de maintien dans l'emploi, mais ça peut être aussi également lorsque le maintien sur le poste de travail n'est pas possible, on va parler du maintien en emploi, c'est-à-dire de trouver des solutions pour aller vers une reconversion professionnelle et ça peut être au sein d'une autre entreprise. Alors concernant le cadre légal, donc il y a en fait l'employeur a plusieurs obligations et autour de la prévention de la désinsertion professionnelle, on va avoir plusieurs lois qui vont encadrer tout ce que doit faire un employeur à ce sujet. Donc déjà, on a l'obligation de sécurité de moyens de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité des salariés. Donc ça, c'est voilà, un cadre légal qui est assez connu par les employeurs. Donc l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est assez connu et qui cadre déjà une partie du maintien en emploi. Ensuite, on a l'obligation de reclassement. Donc là, en effet, l'employeur, il va devoir effectuer tous les efforts de formation, d'adaptation possibles et mettre en œuvre, de tout mettre en œuvre pour essayer de reclasser le salarié. Donc là, on est sur cette obligation de reclassement. Et puis, on a aussi le principe de non-discrimination avec une notion qui est un peu moins connue, on va dire, par l'employeur, qui est la notion d'aménagement raisonnable. En fait, il existe le guide du défenseur des droits qui a été élaboré en 2017 qui parle d'aménagement raisonnable. C'est-à-dire que l'employeur, il va devoir mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires et appropriées qu'il va pouvoir en fait mettre en place, on va dire, pour un salarié qui a un souci de santé ou de handicap, sauf si ces mesures-là, elles imposent une charge disproportionnée. Si jamais l'employeur ne le fait pas, le refus de l'employeur peut être constitutif d'une discrimination. En fait, on va parler de discrimination liée à l'état de santé par rapport à une personne qui a effectivement soit des soucis de santé, soit un handicap. Et donc, il devra mettre en place des mesures qui vont être destinées à aménager, alors soit le poste de travail, donc soit en aménagement de temps de travail, aménagement technique ou par exemple la répartition des tâches. Ça peut être aussi l'accessibilité des locaux. Donc en fait, toutes ces mesures-là, l'employeur va devoir les mettre en place
pour ne pas être discriminant, on va dire, au regard du salarié qui a une problématique de santé ou de handicap. En fait, on parle de charge donc, sauf si effectivement ça engendre une charge disproportionnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coûts financiers liés à ces aménagements-là, ils vont être vus au regard de la taille et des ressources de l'entreprise. Donc bien sûr, il existe de nombreuses aides au niveau de la GFIP. Et une fois ces aides utilisées, on va regarder un petit peu ce qui reste à charge pour l'employeur. Si effectivement ça ne met pas en péril la situation économique de l'entreprise, l'employeur se doit effectivement de mettre en place les moyens de compensation. On a aussi autour de la prévention de la désinsertion professionnelle l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc là, on est sur l'obligation pour les entreprises de 20 salariés ou plus d'embaucher au moins 6% de travailleurs handicapés. Donc ça, c'est ce qui concerne voilà, globalement le cadre légal. Et puis, le 2 août 2021, il y a eu une autre loi qui est arrivée, la loi pour renforcer la prévention donc de manière générale, mais c'est une loi qui a, par rapport au service de prévention et de santé au travail, qui a mis en avant vraiment l'axe stratégique qui est la prévention de la désinsertion professionnelle. L'idée, c'était d'inciter les entreprises à développer une véritable culture de prévention autour du risque de désinsertion professionnelle. Et pour ça, il y a eu plusieurs décrets qui sont parus pour essayer d'aider à aller dans ce sens-là et de favoriser le maintien dans l'emploi. Donc déjà, on a eu la création des cellules PDP au sein des services de prévention et de santé au travail. Aujourd'hui, tous les services de prévention et de santé au travail doivent avoir une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc nous, au niveau de notre service, on a mis en place cette cellule et on a choisi d'intervenir sur 3 axes majeurs, à savoir d'une part l'analyse des situations complexes de maintien en emploi, donc être en appui du médecin du travail sur ces situations-là. On va aussi intervenir au niveau du rendez-vous de liaison. Donc ça, on verra un petit peu plus tard comment on peut intervenir et vous accompagner. Et le 3e axe, ça va être effectivement de pouvoir venir faire des sensibilisations dans les entreprises. Alors ça peut être des sensibilisations auprès des salariés, auprès des managers, auprès des instances représentatives sur qu'est-ce que c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Ça peut être aussi un peu plus orienté sur le handicap. Mais voilà, on est en train de construire cette cellule-là autour de ces 3 axes. Dans les décrets de cette loi du 2 août 2021, il y a également donc l'arrivée donc d'un nouveau rendez-vous qui s'appelle le rendez-vous de liaison, la visite de mi-carrière et des dispositifs qui ont été renforcés, comme la convention de rééducation professionnelle, mais également, voilà, ils ont parlé aussi de laisser encadrer dans les décrets, mais ça, on va le voir plus en détail également par la suite. Les facteurs de risque. Donc en fait, il y a un contexte aujourd'hui sociétal qui va amener à vraiment se poser la question du maintien en emploi. Déjà, on a une population active qui est vieillissante. 30% des actifs ont plus de 50 ans. Ce qui équivaut, en tout cas, en 2020, c'était un salarié sur 5. Les maladies chroniques évolutives qui sont également en constante augmentation. 22% de la population active est atteinte d'une maladie en fait chronique évolutive. Et dans les études, il a été mis en avant en fait que ce taux augmentait avec l'âge. Donc on voit que vers 50 ans, on a près d'une personne sur 2 qui est atteinte de ces maladies. Au niveau des personnes handicapées, on a un taux de chômage qui est doublé par rapport au taux de chômage moyen. Donc là, il y a eu effectivement des chiffres de la GFIP d'octobre 2021 où on avait 14% de travailleurs handicapés demandeurs d'emploi contre 8% si on prend tout public. On a aussi l'obligation réglementaire d'emploi, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre légal, des travailleurs handicapés, donc de 6%. Et on voit que en fait, c'est pas forcément tout le temps atteint. Dans le secteur privé, on avait 2,7% en 2009 et 3,5% en 2017. Donc malgré la réglementation autour de l'emploi des personnes handicapées, les indicateurs relèvent quand même une certaine aggravation de la situation en France. On a également des études qui montrent qu'un salarié sur 2 en fait, ne peut déjà plus travailler avant même d'avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite. D'où la nécessité de vraiment mettre en place dans vos entreprises une culture de prévention et on verra par la suite comment on peut faire.
souci de passage de slide. Alors, donc dans les facteurs de risque, on a plusieurs éléments. Donc on en a parlé un petit peu, le vieillissement de la population active, l'allongement des carrières, l'usure professionnelle, la pénibilité avec tous les métiers avec des contraintes physiques importantes. On va avoir tout ce qui est les accidents du travail et les maladies professionnelles et l'augmentation des maladies chroniques qu'on a vu tout à l'heure. Donc en fait, le médecin du travail, au sein du service de prévention et de santé au travail, c'est celui qui va évaluer la compatibilité entre l'état de santé du salarié et son activité professionnelle. Donc il peut initier assez tôt aussi la mise en place des dispositifs d'accompagnement avec tous les acteurs du secteur, dans l'idée effectivement de favoriser ce maintien en emploi. Donc les acteurs et leur coordination. Comme on disait tout à l'heure, en fait, le maintien en emploi, c'est assez complexe parce qu'il y a plusieurs domaines qui interviennent. Il y a tout ce qui est le domaine des acteurs de la compensation du handicap, Cap Emploi, la MDPH. On va avoir les organismes de sécurité sociale, donc la CPAM, au niveau du versement des IJ, le service social CARSAT. On va avoir aussi, autour du salarié, va graviter aussi d'autres acteurs tels que ceux de l'orientation et de la formation professionnelle, avec les organismes de transition pôle, les conseillers en évolution professionnelle. On va avoir également tous les professionnels de santé, puisque lorsqu'on identifie une situation de risque de désinsertion professionnelle, on va avoir le médecin traitant dans la boucle qui prescrit les arrêts, le médecin du travail qui vérifie la compatibilité de l'état de santé avec le poste, le médecin conseil aussi qui va valider certains dispositifs pendant l'arrêt de travail. Donc puis on peut avoir aussi les spécialistes en fonction des pathologies. Donc on a tout un panel de professionnels de santé qui va aussi intervenir. On a l'employeur, bien sûr, qui a une place importante dans les situations de maintien en emploi, la cellule PDP, le médecin du travail. Donc tout autour de la situation d'un salarié, et on va avoir voilà, énormément d'acteurs, et ça qui peut parfois un peu complexifier les choses, mais chacun avec son expertise différente. Alors, on vous parlait tout à l'heure les différents dispositifs de maintien donc dans l'emploi, donc en entreprise, aménagement, reclassement ou en emploi. Donc là, on va plus sur l'employabilité de la personne si elle ne peut pas se maintenir dans l'entreprise. Donc, on a la visite de pré-reprise qui est un outil extrêmement important parce qu'on parle de prévention et donc l'idée, c'est d'être vraiment en amont des situations et de ne pas attendre que la situation se dégrade. Donc, la visite de pré-reprise, c'est la visite qui peut être demandée à l'initiative du salarié, de son médecin traitant et du médecin conseil, mais aussi du médecin du travail depuis la loi du 2 août 2021. Quand est-ce que cette visite de pré-reprise peut avoir lieu? Donc, en fait, tous les salariés en arrêt de travail depuis plus de 30 jours peuvent bénéficier d'une visite de pré-reprise. Donc, elle est réalisée par le médecin du travail. C'est une visite qui n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, elle est extrêmement importante dans le cadre du maintien dans l'emploi. Pourquoi? Parce que en fait, l'objectif en fait, de cette visite de pré-reprise, c'est pendant l'arrêt de travail de voir comment on peut mettre en place et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, de mobiliser les dispositifs pendant cet arrêt-là. Et le médecin du travail peut notamment commencer à proposer des mesures d'aménagement de poste en fonction de la situation de la personne. Donc la visite de reprise ensuite. Donc on a parlé de la visite de pré-reprise pendant l'arrêt et la visite de reprise, elle, donc c'est uniquement à la demande et à l'initiative de l'employeur. Et c'est à la reprise de l'activité professionnelle, donc à la reprise effective du salarié, dans un délai maximum de 8 jours. En fait, il est vraiment important de pouvoir envisager des visites de pré-reprise avant la visite de reprise. Pourquoi? Parce qu'un salarié, par exemple, qui va être en arrêt de travail pendant 1 an, 2 ans, s'il ne met pas à profit cet arrêt de travail pour voir comment il peut, pour travailler son retour à l'emploi, on peut se retrouver au bout d'1 an et demi ou 2 ans d'arrêt de travail avec, par exemple, une fin d'indemnité journalière, une visite de reprise qui s'impose parce que l'arrêt se termine et là, le médecin du travail s'aperçoit que la personne ne pourra jamais reprendre son poste. Et donc là, on va être obligé de travailler un petit peu dans l'urgence parce que si elle ne peut pas reprendre son poste, par exemple, le poste n'est pas aménageable, l'employeur voit qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement,
on va du coup être sur un travail de reconversion professionnelle. C'est-à-dire que la personne ne peut plus faire le métier pour lequel elle a les compétences depuis des années, l'expérience, etc. Et donc, du jour au lendemain, avec une fin d'IJ, une visite de reprise, il va falloir en fait envisager un projet professionnel. Sauf que cette personne-là risque de se retrouver au chômage et elle n'aura pas travaillé en amont son projet, alors qu'il y a eu 1 an ou 2 d'arrêt de travail pendant lesquels elle aurait pu faire un bilan de compétences, une formation et du coup être employable, on va dire, avec ses nouvelles compétences directement par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment anticiper les choses et pas attendre. L'idée, hein, c'est vraiment de mettre à profit l'arrêt de travail pour que le projet professionnel puisse être travaillé pendant ce temps. La visite de reprise, donc c'est pour qui? Bah, les salariés qui reviennent, alors on connaît, hein, d'un congé maternité, ceux qui sont en absence, donc pour accident du travail ou maladie professionnelle d'au moins 30 jours, et les salariés qui reviennent d'un arrêt maladie d'au moins 60 jours. L'objectif, c'est vérifier si le poste est compatible avec l'état de santé du salarié, et puis si jamais il y a un aménagement de poste à prévoir. Donc la situation préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur, c'est pour éviter en fait un avis d'inaptitude sans qu'il y ait eu des dispositifs en amont qui puissent être mis en œuvre pour éviter voilà, cette inaptitude-là. Ensuite, on a donc dans les décrets de la loi ce rendez-vous de liaison. Donc le rendez-vous de liaison, il est pour tous les salariés en arrêt maladie depuis de plus de 30 jours. Il est organisé à l'initiative du salarié ou de l'employeur. C'est-à-dire que si le salarié a connaissance qu'il a là, cette possibilité-là, il peut solliciter son employeur et l'employeur peut également lui proposer. Comment ça se passe? Donc le salarié propose ou accepte ce rendez-vous. Donc dans ces cas-là, l'employeur peut lui proposer une date sous les 15 jours. Le médecin du travail, lui, il est informé de la tenue de ce rendez-vous-là dans les 8 jours, 8 jours avant le rendez-vous, et le SPST peut y être associé. Il faut savoir que le salarié peut refuser ce rendez-vous de liaison, ce n'est pas un rendez-vous obligatoire, mais effectivement, s'il en comprend l'intérêt, il a tout intérêt effectivement à accepter ce rendez-vous de liaison pour préparer son retour à l'emploi. Mais en tout cas, s'il refuse, il n'y aura aucune sanction hein, qui peut être prise à son encontre. Donc l'objectif, c'est créer du lien entre le salarié et l'employeur. C'est vrai qu'avant cette loi et avant le rendez-vous de liaison, on avait souvent en tête que lorsqu'un salarié est en arrêt de travail, l'employeur il se dit: «Bah non, il ne faut surtout pas que je le contacte», et puis le salarié ne contacte pas son employeur puisque son contrat de travail est suspendu, il est en arrêt. Et en fait, cette loi, elle a cassé un petit peu cette idée-là en disant: «Bah non, pendant un arrêt de travail, l'employeur et le salarié peuvent tout à fait prendre contact et au contraire, devraient le faire pour pouvoir préparer le retour au poste». Donc, il a comme objectif ce rendez-vous, donc de préparer le retour du salarié dans l'entreprise et d'informer sur les mesures d'accompagnement. Donc 2 objectifs à ce rendez-vous de liaison, informer de la visite de pré-reprise et des dispositifs de maintien en emploi. Alors, effectivement, l'employeur, ne connaît pas forcément tous les dispositifs de maintien en emploi. Il peut être un peu démuni, face à tout cela et donc il peut tout à fait faire appel au service de prévention et de santé au travail. Au niveau de la cellule, PDP, dans notre service, on a créé une sorte de kit de rendez-vous de liaison avec tous les documents nécessaires, qui peuvent être mis à disposition de l'employeur pour pouvoir justement avoir, tous les outils pour informer sur les dispositifs de maintien en emploi. Donc, on a des documents sur qu'est-ce que c'est le rendez-vous de liaison, la visite de pré-reprise, on a des fiches sur le Cap emploi, les acteurs qui peuvent intervenir dans la situation. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à faire appel à nous pour ces rendez-vous de liaison. Et le service peut aussi être associé au rendez-vous de liaison, notamment la cellule PDP. Voilà, donc soit on peut être présent, soit on peut vous envoyer les outils nécessaires. L'idée, c'est d'aider l'employeur à avoir des supports, des flyers sur les différents dispositifs du maintien en emploi. J'étais intervenue dans une entreprise où la DRH m'avait contactée par rapport au rendez-vous de liaison parce qu'elle avait commencé à en faire. Et en fait, elle s'est aperçue que ces rendez-vous de liaison se transformaient en rendez-vous RH. C'est-à-dire que les salariés venaient, ils lui posaient des questions sur les jours de congé qui restaient, sur l'organisation du service, les différents changements qu'il y a pu avoir dans l'entreprise pendant son absence. Et en fait, elle était un petit peu démunie parce que je pense qu'il fallait cadrer vraiment ce rendez-vous de liaison
Donc, on a des courriers aussi à disposition des employeurs qui rappellent aux salariés qu'est-ce qu'un rendez-vous de liaison, à quoi il sert, quels sont les objectifs. Donc, ce n'est pas un rendez-vous RH, c'est bien un rendez-vous dans le cadre du maintien en emploi pour informer de la visite de pré-reprise et des différents dispositifs. Il y a une question de Madame Frugier-Véronique. Bonjour, par quel biais pouvons-nous prévenir d'une date de rendez-vous de liaison? Prévenir, donc c'est-à-dire quand l'employeur doit prévenir, alors ça peut être un courrier, un mail aux salariés. Souvent, ça se fait par courrier. Donc, l'employeur envoie un courrier au salarié alors pas en le convoquant, mais en l'invitant à convenir d'un rendez-vous pour le rendez-vous de liaison, une date de rendez-vous, si c'est ça la question. Réponse non, le SPST. Oui, je peux. Allez-y, allez-y. Comment vous prévenir qu'on a un rendez-vous de liaison qui est programmé? Bonjour. Est-ce que vous avez une adresse mail particulière ou est-ce qu'on l'adresse au secrétaire? C'est le médecin du travail. En fait, vous pouvez, voilà, la secrétaire médicale, vous pouvez tout à fait informer la secrétaire médicale du médecin en charge de votre entreprise que vous souhaitez mettre en place un rendez-vous de liaison et que vous souhaiteriez soit avoir de la documentation, soit soit associer le service de prévention et de santé au travail. D'accord, merci. Voilà. Ensuite, donc on a la visite de mi-carrière. Donc ça, c'est pareil, une nouvelle visite qui a été inscrite dans la loi. Donc c'est pour qui? C'est les salariés entre 43 et 45 ans ou à une échéance qui va être déterminée par un accord de branche. Donc soit l'accord de branche détermine voilà, un âge, mais sinon c'est entre 43 et 45 ans. Cette visite de mi-carrière, elle est réalisée par le médecin du travail. L'objectif, c'est d'établir, de faire un point en fait à mi-carrière, comme c'est stipulé, entre l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur. L'idée, c'est d'évaluer aussi le risque de désinsertion professionnelle à moyen ou long terme et de prendre en compte en fait l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge, de son état de santé. Dans cette visite de mi-carrière, on va aussi sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques. Donc cette visite, elle peut être organisée conjointement avec une autre visite médicale. Lorsque le travailleur doit être examiné, par exemple, par un médecin du travail en visite périodique, et s'il a entre 43 et 45 ans, ça fera aussi office de visite de mi-carrière. Donc là, l'idée, c'est de vraiment faire un point à mi-carrière en se disant, voilà, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, au vu de son état de santé, elle est encore en capacité de travailler les prochaines années sur son poste, voilà. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est de vraiment identifier en amont s'il y a une difficulté qui peut effectivement apparaître à plus ou moins long terme. Il y a une question. La visite de mi-carrière existe-t-elle pour les agents de la fonction publique? Alors, sur la fonction publique, je ne sais pas exactement. Je peux me renseigner et envoyer l'information. On avait eu une question aussi si les dispositifs correspondaient à la fonction publique. En fait, la fonction publique, au niveau du maintien en emploi, a des spécificités. Donc, du coup, c'est le FIPHP qui intervient beaucoup plus sur tout ce qui est maintien en emploi, problèmes de santé, etc. Il y a un comité médical aussi qui existe. Donc, c'est assez particulier, mais en tout cas, c'est une réponse que je peux apporter, mais pas là sur le coup parce que voilà, je ne veux pas dire de bêtises non plus. Mais on se renseignera pour pouvoir apporter la réponse si la visite de mi-carrière est aussi pour les agents de la fonction publique. Alors, je vais vous parler de l'essai encadré. Je ne sais pas. Il y a une autre question. Excuse-moi, avant que tu passes à la visite de mi-carrière, peut-elle être faite pour un salarié avec une ancienneté de moins d'1 an? Ah, il n'y a pas de condition d'ancienneté. C'est une condition d'âge, mais il n'y a pas de condition d'ancienneté. Donc, même s'il a moins d'1 an et qu'il doit passer sa visite, s'il a entre 43 et 45 ans, ce sera une visite de mi-carrière. Donc voilà, condition d'âge, mais il n'y a pas de condition d'ancienneté. Autre question. Qui est à l'initiative de mi-carrière et doit-on solliciter le médecin du travail pour une visite de mi-carrière qui, à ce jour, ont 43-45 ans?
Alors oui, si vous avez des salariés entre 43 et 45 ans, vous pouvez solliciter le médecin du travail pour faire la visite de mi-carrière. En fait, c'est soit effectivement le médecin du travail qui rencontre le salarié lors d'une visite qui est programmée, il s'aperçoit que le salarié est entre 43 et 45 ans, donc il fait la visite de mi-carrière en même temps, soit effectivement l'employeur détecte un salarié effectivement entre 43 et 45 ans et l'oriente vers le médecin du travail pour la visite de mi-carrière. Donc, sur l'essai encadré, donc ça, c'est un outil du maintien en emploi qui est, j'allais dire, qui est assez puissant. C'est vrai qu'il y a des retours très positifs de ce dispositif-là. En fait, c'est un dispositif de l'assurance maladie qui favorise le maintien en emploi pour tous les assurés en fait en arrêt de travail. Donc, on a vu apprentis, intérimaires, stagiaires. Cet essai encadré, il se fait pendant l'arrêt de travail. C'est-à-dire qu'un salarié qui est en arrêt de travail, qui aurait besoin à un moment donné de tester du nouveau matériel sur son poste parce qu'il doit aménager son poste ou qui doit tester un nouveau poste dans l'entreprise. Donc, par exemple, il y a une visite de pré-reprise, le médecin du travail s'aperçoit que, bah, tiens, ce salarié-là, il pourrait reprendre en fait s'il y a un aménagement du poste. Et ben, pendant son arrêt de travail, il peut aller tester cet aménagement-là et si ça s'avère compatible avec son état de santé, il pourrait reprendre plus rapidement puisque les besoins ont été identifiés en amont et en plus testés par l'essai encadré. Ça peut être aussi, donc c'est au sein de la même entreprise, mais aussi au sein d'une autre entreprise. Donc dans la même entreprise, on a aussi le cas de figure d'un salarié qui ne peut plus faire son poste. Par contre, il y a un poste dans un autre service que l'employeur identifie et pour lequel le salarié pourrait, donc d'après le médecin du travail, puisqu'il faut l'avis du médecin du travail, pourrait tout à fait être classé en fait sur ce poste-là. Et ben pendant son arrêt de travail, il va pouvoir venir dans l'entreprise tester son poste, ce poste de reclassement. Et puis, au sein d'une autre entreprise, c'est un salarié qui ne donc l'aménagement de poste n'est pas possible. Il n'y a pas d'autres postes de reclassement compatibles avec son état de santé. Mais par contre, il y a un autre métier qu'il pourrait faire. Après un bilan de compétences, une formation, on identifie un autre métier, une reconversion professionnelle et il peut déjà aller, pendant son arrêt de travail, tester donc ce nouveau métier dans une autre entreprise. Donc, c'est un dispositif en fait qui permet d'évaluer pendant l'arrêt de travail si le poste est compatible avec l'état de santé. Il va permettre de tester, comme j'ai dit, soit son ancien poste, soit de rechercher des solutions d'aménagement, soit de rechercher des solutions de reclassement professionnel sur un nouveau poste dans l'entreprise ou dans une autre entreprise. Donc, c'est assez large l'utilisation de l'essai encadré. C'est à l'initiative du médecin du travail, du salarié, médecin traitant, assistante sociale. En fait, tous les acteurs du maintien d'emploi, même l'employeur, pourrait, voilà, une fois qu'il connaît ce dispositif, peut tout à fait dire à son salarié, bah voilà, j'ai pensé, je sais qu'il existe un essai encadré, on aurait un poste par exemple à vous proposer, mais voilà, il faut voir avec le médecin du travail si votre état de santé serait compatible avec le poste, et dans ces cas-là, on met en place un essai encadré pour le tester. La durée de l'essai encadré, c'est 14 jours ouvrables, donc en continu ou fractionnable, c'est-à-dire que la personne peut venir par exemple 2 jours par semaine, ou elle peut venir 3 matinées. Voilà, ça dépend de la fatigabilité, ça dépend voilà, ce que va identifier le médecin du travail comme restriction. Mais en tout cas, voilà, c'est assez souple. On peut dire qu'on a un portefeuille, on va dire, de 14 jours. Et après, en fonction de l'état de santé, de l'employeur, du salarié, etc., et de l'avis du médecin du travail, ça peut se fractionner un peu comme on veut. Et c'est renouvelable une fois, donc ça peut aller jusqu'à 28 jours de test, on va dire. Les modalités, donc il faudra par contre dans l'entreprise qu'il puisse y avoir un tuteur qui accompagne la personne qui va tester le poste. Il faut l'accord du médecin traitant, bien sûr, parce que c'est le médecin traitant qui fait les arrêts de travail, hein. Donc, il faut que le médecin traitant considère qu'effectivement, même si la personne est en arrêt de travail, elle peut quand même aller tester tel ou tel poste. Il faut l'accord de l'entreprise, du médecin conseil et l'accord de la cellule PDP de la CARSAT. Donc, tout dispositif en fait, qui va être mis en place, que ce soit l'essai encadré, un bilan de compétences, une formation pendant un arrêt de travail, doit passer par l'accord du médecin conseil via la cellule locale de la CARSAT. Donc, comme je disais, ça peut durer voilà, un jour ou plusieurs jours, tester du matériel sur un poste, et ça peut aller jusqu'à 2 semaines voilà, pour essayer, par exemple, un nouveau poste dans l'entreprise où il y a besoin de plus de temps.
Les avantages de laisser encadrer, donc pour le salarié, ça va être de pouvoir se remobiliser parce que, alors on le voit peut-être un peu plus dans tout ce qui est risque de désinsertion professionnelle lié aux risques psychosociaux. Lorsqu'une personne est éloignée aussi de l'emploi trop longtemps, après 1 an d'arrêt maladie par exemple, c'est assez anxiogène pour les personnes de revenir dans l'entreprise. Et en fait, c'est plus facile pour elles de revenir par le biais d'un essai encadré, de reprendre contact avec le collectif de travail, avec l'employeur, avec l'entreprise. C'est pour ça que c'est assez bénéfique sur la partie remobilisation du salarié. Ça prépare donc le retour à l'emploi et puis ça permet un maintien dans l'emploi plus rapide. Des personnes qui auraient pu être en arrêt encore plus longtemps, mais pour lesquelles on va mobiliser les dispositifs et notamment l'essai encadré. Si l'essai encadré est concluant, la personne peut reprendre dans les semaines qui suivent, en fait, assez rapidement. Alors que si elle ne s'était pas testée avec ce nouveau matériel ou sur ce nouveau poste, l'arrêt de travail aurait pu durer plus longtemps. Donc pour l'employeur, c'est la diminution justement de la durée de l'arrêt, un retour à l'emploi qui est préparé, le maintien des compétences aussi en interne, et puis il répond à toutes ces obligations et au cadre légal qu'on a vu tout à l'heure concernant la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, qui est à l'initiative de la demande, quelle durée pour validation finale compte tenu du nombre d'intervenants devant donner un avis favorable? Alors, qui est à l'initiative de la demande de l'essai encadré, c'est ça? Alors, en fait, tout le monde, j'ai envie de dire, admettons, le salarié a entendu parler de l'essai encadré, il peut tout à fait en parler à son employeur, au médecin du travail, peu importe d'où vient l'idée, en fait, d'où vient la demande. Le mieux, c'est quand même de faire le lien avec le service de prévention et de santé au travail, avec le médecin. Parce que quoi qu'il arrive, le médecin du travail devra valider la compatibilité du poste à essayer et avec l'état de santé. Mais ça peut être aussi s'orienter vers, par exemple, vous avez les conseillers Cap Emploi. Si l'employeur est en lien avec un conseiller Cap Emploi, vous pouvez passer par le conseiller Cap Emploi. Ça peut être aussi le service social. Donc en fait, à partir du moment où quelqu'un a connaissance que l'essai encadré existe, ça peut partir de n'importe quel. Voilà, c'est pas une personne en particulier qui doit initier l'essai encadré. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs dans l'essai encadré. Et donc, du coup, ça peut être un peu complexe. Donc, on ne demande pas forcément, enfin, c'est pas à l'employeur non plus de remplir tous les formulaires en lignant tous les accords. L'idée, c'est de centraliser, mais ça, encore une fois, ça peut être soit l'assistante sociale de la CARSAT qui centralise, par exemple, le formulaire et qui va faire le lien avec le médecin traitant, le médecin du travail, le salarié, l'employeur, et soit ça peut être le médecin du travail. L'idée, c'est qu'il y ait au moins un acteur du maintien dans l'emploi qui puisse se saisir de l'essai encadré. Après, nous, on fait les liens aussi entre partenaires entre nous. Donc, pour vous décharger, vous pouvez tout à fait envoyer la demande au service de prévention et de santé au travail, en disant j'ai pensé à un essai encadré pour tel salarié, et dans ces cas-là, le médecin du travail peut voir effectivement ce qu'on peut mettre en place. C'est pour ça qu'il n'y a pas, dans les textes, il n'y a pas vraiment de personne définie pour initier l'essai encadré. Toutes les personnes qui ont connaissance de ce dispositif-là peuvent solliciter le service de santé au travail. Alors, les 3 acteurs, on va dire, c'est le service de santé au travail, le Cap Emploi ou le service social de la CARSAT. Il y a des notes. Oui. Qu'entendez-vous par cellule PDP de la CARSAT? S'agit-il du service social? Alors, la cellule, alors le problème, c'est qu'en fait, il y a les cellules locales de la CARSAT qui existent depuis bien longtemps, et la loi du 2 août a appelé aussi cellule PDP l'entité dans les services de santé au travail. C'est pour ça que ça amène à une petite confusion. En fait, les cellules locales de la CARSAT, ce sont des personnes qui se réunissent. Donc, il y a souvent le service de prévention et de santé au travail, le service social CARSAT, le médecin conseil, le Cap Emploi. Voilà, il y a différents acteurs qui se réunissent régulièrement pour valider tous les dispositifs pendant l'arrêt de travail. Donc, c'est quand même à la main du service social et du médecin conseil, puisqu'ils vont valider les dispositifs pendant l'arrêt. C'est-à-dire que le médecin conseil va dire OK, là pour l'instant il y a des indemnités journalières qui sont versées, et ce dispositif, donc par exemple cet essai encadré ou ce bilan de compétences, peut être mis en place sur la durée de versement des indemnités journalières. Donc voilà, en fait c'est une entité d'acteurs qui se regroupent régulièrement pour valider les dispositifs pendant l'arrêt. Bon.
Alors, pour illustrer un petit peu tous ces dispositifs-là, je vais vous présenter donc du coup une situation de maintien d'emploi pour vous montrer un petit peu comment ça peut s'articuler. Donc là, c'était le cas d'une salariée qui avait une maladie visuelle dégénérative, donc invalidante, une salariée d'une 50aine d'années avec une 30aine d'années d'expérience en secteur administratif et une maladie visuelle dégénérative avec une perte visuelle. Elle faisait donc son l'activité qu'elle exerçait, c'était sur un poste de travail sur écran, et donc cette personne-là était en arrêt maladie. Au niveau voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu le déroulement d'une situation de maintien d'emploi. Donc déjà, il y a la visite de pré-reprise, comme je disais, qui est importante parce qu'elle peut déclencher les dispositifs pendant l'arrêt de travail. Et pendant cette visite de pré-reprise avec le médecin du travail, il y a eu un dossier de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui a été mis en place auprès de la MDPH, donc la constitution d'un dossier, avec par la suite la saisine du Cap emploi pour une passe visuelle, donc une prestation d'appui spécifique. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est vraiment les dispositifs du Cap emploi, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est d'avoir des experts sur cette problématique de santé-là au niveau visuel et de mettre en place tout le matériel nécessaire pour venir compenser le handicap. Il y a eu une étude ergonomique aussi du poste de travail par un de nos ergonomes au sein du service de prévention et de santé travail. On a sollicité l'assistante sociale de la CARSAT donc pour demander une pension d'invalidité parce qu'il y avait une réduction du temps de travail qui était nécessaire. Et bien sûr, un entretien avec l'employeur pour expliquer un petit peu la démarche pour mettre en place les mesures les dispositifs de maintien en emploi. Concernant la visite de reprise avec le médecin du travail, cette visite-là a permis de voir quels étaient les aménagements techniques dont la salariée avait besoin sur son poste. Donc, il y a une prescription de matériel avec les professionnels donc spécialisés en basse vision, avec clavier, écran adapté, un logiciel spécifique, une lampe basse vision. Donc ça, c'est effectivement tous les moyens matériels qui pouvaient être mis en place. Et voilà, donc avec tout ce matériel-là, il y avait aussi besoin d'une formation sur le logiciel pour que la salariée puisse voilà, utiliser ce logiciel-là adapté. L'aménagement du temps de travail, ça a été avec la mise en place de la pension d'invalidité première catégorie. Et pour pouvoir effectivement financer, donc derrière toute cette ingénierie aussi de maintien d'emploi via le Cap emploi, pour pouvoir compenser financièrement ce matériel, il y a eu des aides de l'AGFIP qui ont été sollicitées pour le surcoût lié au handicap. Donc le matériel, la formation aussi sur le logiciel, l'aide au maintien qui est voilà, une aide financière aussi pour l'employeur sur le fait de pouvoir réfléchir à des solutions de maintien en emploi pour son salarié. Donc tous ces dispositifs-là ont pu être mis en place à la suite de la visite de pré-reprise. On le voit dans cet exemple-là, mais on l'a vu aussi à travers ce que je vous ai montré sur la complexité de la prévention de la désinsertion professionnelle. Pour que ça puisse fonctionner, il faut vraiment une coordination de tous les acteurs. Donc, on a l'employeur qui est vraiment qui est un acteur principal aussi du maintien en emploi. On a le ou la salariée, donc effectivement, qui va être concerné par la situation, le médecin du travail qui va valider la compatibilité des aménagements avec l'état de santé, l'ergonome qui va faire aussi les études de poste. On a les conseillers maintien en emploi en fait du Cap emploi qui ont aussi leur expertise sur différents domaines du handicap, les assistantes sociales de la CARSAT et le service médical de l'assurance maladie. Dans cet exemple de maintien dans l'emploi, on peut voir que les points positifs pour la salariée, déjà, ça lui a évité de perdre son emploi après une trentaine d'années d'ancienneté. Le changement de regard aussi vis-à-vis de collectif, donc ça c'est important et on l'oublie assez souvent en fait. Lorsqu'il y a voilà, une personne, un travailleur handicapé dans une équipe, c'est pas toujours facile pour les autres personnes qui connaissent pas forcément la situation. Voilà, de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du... Donc, il y a vraiment un travail au niveau du collectif qui peut être important. Il ne faut pas l'oublier dans certaines situations. La salariée a évité aussi une perte économique, parce que lorsqu'on perd son travail, forcément, ce n'est pas les mêmes ressources.
Le maintien du lien social qui est extrêmement important. Donc là, le maintien du lien social professionnel, personnel, individuel et collectif avec les collègues de travail. Et sur les points positifs pour l'employeur, limiter les coûts pour l'entreprise. Donc, d'une part, ça évite aussi un licenciement pour inaptitude. On l'a déjà vu, hein, le problème, c'est que dans des petites structures, il peut y avoir, pour peu que le salarié ait de nombreuses années d'ancienneté et que l'inaptitude soit liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les indemnités de licenciement sont doublées, ça peut faire couler une petite boîte. Donc, il faut aussi garder en tête que voilà, c'est un coût aussi pour l'entreprise que de ne pas faire du maintien en emploi. Donc, tant qu'on peut voilà, essayer de favoriser le maintien en emploi des salariés, c'est aussi limiter des coûts pour l'entreprise. Limiter aussi la durée de l'arrêt de travail, parce que plus on prend les situations en amont, plus l'arrêt de travail dure moins longtemps. Éviter les frais de recrutement, parce que lorsqu'un salarié est mis inapte, il va y avoir le temps que la RH va passer à faire les annonces, à essayer de recruter des personnes, à former les personnes. Enfin voilà, il y a tout ce temps-là, on parle de coûts directs et indirects. Donc les frais de recrutement, de formation. On va maintenir les compétences et le savoir-faire pour l'entreprise lorsque c'est un salarié qui a beaucoup d'années d'ancienneté. Et on valorise aussi l'image de l'entreprise, donc il y a ce respect du principe de non-discrimination, ça développe la diversité et l'égalité des chances au travail, et ça valorise donc la marque employeur. Et aussi, on pourrait rajouter, là, ce n'était pas dans cette situation-là, mais en tout cas, ça peut aussi diminuer les contentieux prud'homaux. Parce que lorsqu'il y a un licenciement pour inaptitude, il y avait un reclassement possible, il y a eu une situation comme ça alors dans une plus grosse entreprise où donc la personne ne pouvait plus se maintenir à son poste, mais par contre, il y avait d'autres postes qu'elle pouvait occuper dans l'entreprise. Alors, c'était une entreprise assez importante, hein, mais l'employeur a dit qu'il n'avait pas de poste voilà, qui pouvait répondre aux restrictions du médecin du travail. Sauf qu'après, au niveau du CSE, à l'ordre du jour dans le mouvement du personnel, il y avait eu des départs en retraite, un départ notamment en retraite, sur un poste qui était compatible avec l'état de santé du salarié qui avait été licencié. Donc là, la salariée avait attaqué, etc. Donc voilà, il faut être vraiment vigilant de bien pouvoir tracer les recherches de reclassement aussi. Alors, vers une culture de prévention. En fait, l'idée, c'est de mettre en place dans l'entreprise une culture de prévention pour répondre à différents enjeux. Donc, il y a effectivement l'enjeu de performance, tout ce qui va être comment on conserve les compétences qui sont acquises par les salariés, comment on fait évoluer les compétences des salariés dans un contexte où il y a une évolution aussi des métiers. Il y a une pénurie de manœuvres, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à des difficultés et des problèmes de recrutement, et comment on limite les coûts aussi des arrêts maladie. Au niveau des enjeux sociaux, il y a des effets bénéfiques sur l'application des salariés et le climat social. Quelle place pour les salariés ayant contribué au développement de l'entreprise, donc des personnes qui sont là depuis longtemps, qui connaissent bien l'entreprise, qui connaissent bien les méthodes de production, qui ont acquis un savoir-faire, une expérience. Comment on va maintenir cet intérêt-là au travail, comment leur permettre aussi de vieillir au travail en bonne santé. Donc tous ces enjeux-là vont vraiment c'est important que l'employeur puisse réfléchir à tout ça et mettre en place une culture de prévention de la désinsertion professionnelle dans son entreprise. Donc, comment on passe d'une logique de maintien à une logique de PDP? Déjà, l'employeur, il a quand même beaucoup d'indicateurs à sa disposition dans l'entreprise. On a tout ce qui va être les données RH, de santé, de sécurité. Il est important d'être vigilant aux indicateurs d'absentéisme. Voilà, le nombre et la durée des accidents du travail, des maladies professionnelles. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arrêts longue maladie? Est-ce que c'est des petits arrêts mais répétitifs? Voilà, un petit peu analyser tous ces indicateurs-là. Le nombre d'aménagements de postes, par exemple, si effectivement il y a beaucoup de retours du médecin du travail sur le fait d'aménager les postes ou si les salariés ont de plus en plus de restrictions à leur poste, s'il y a un nombre d'inaptitudes en évolution par rapport aux années précédentes, le nombre de visites aussi à la demande des salariés auprès du médecin du travail, tous ces indicateurs-là sont à prendre en compte. Il va y avoir le turnover, les postes vacants, l'augmentation des travailleurs RQTH et puis aussi la pyramide des âges à prendre en compte. Donc, outre les enjeux en fait de la PDP, il y a aussi la gestion des
situations individuelles qui vont permettre après de passer à une logique de prévention de la désinsertion professionnelle plus large. Donc, au niveau du fonctionnement, il peut y avoir également dans les indicateurs la diminution de la qualité de travail, une baisse de productivité ou de services rendus. Donc, tout ça, c'est des points de vigilance pour l'employeur qui peuvent alerter effectivement sur un risque de désinsertion professionnelle voilà, plus global. Donc, l'idée aussi, c'est de faire prendre conscience aux employeurs d'agir sur la stratégie et le management. Donc, au niveau de la stratégie de l'entreprise, l'idée, c'est d'intégrer la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi le plus en amont possible. Mais j'allais dire, directement dans la stratégie d'entreprise, dans les orientations stratégiques, il peut déjà y avoir cette dimension qui soit prise en compte. Et l'idée, c'est de développer en fait une performance durable au niveau de l'entreprise. Il y a la GEPP, donc tout ce qui est gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc ça va être effectivement l'idée de pouvoir travailler sur ça pour adapter les emplois, les effectifs de l'entreprise à moyen, à long terme en fonction des stratégies de l'entreprise, tout ce qui va être les modifications de l'environnement à prendre en compte, la pénibilité, etc. Donc toutes ces choses-là sont des indicateurs aussi pour l'employeur et des leviers d'action. Au niveau du mode de management, on conseille aussi de favoriser la dimension collective du travail, intégrer les nouveaux salariés, essayer de mixer les différentes catégories d'âge dans les équipes, des salariés voilà, qui sont plutôt âgés, qui ont déjà des soucis de santé, de pouvoir être un peu plus épaulés peut-être par des plus jeunes qui arrivent pour voilà, répartir les tâches un peu différemment, développer le partage aussi de pratiques professionnelles. Donc voilà, favoriser en fait ce travail collectif, la concertation. Et puis mettre en place aussi un mode de management participatif dans l'entreprise. Au niveau de la donc on propose aussi d'adapter l'organisation du travail, donc de faire en sorte de définir une quantité de tâches qui soit adaptée au niveau de la charge de travail. On sait que plus il y a de charges, du coup, plus les personnes essayent d'aller vite et donc on oublie un petit peu tous les principes de prévention sur des postures contraignantes, etc. Donc voir en fonction des compétences, des effectifs qui sont présents, des objectifs à atteindre. Garantir les conditions permettant au management de se situer sur un registre de soutien par rapport aux autres salariés et de favoriser le partage de bonnes pratiques. Ça, ce que me disait un médecin du travail, c'est que bien souvent, les salariés, quand ils sont confrontés à une difficulté sur leur poste de travail, ils ont parfois la solution en fait. Ils connaissent bien leur poste, ils savent les contraintes et voilà, donc essayer d'avoir une sorte de favoriser en fait le travail collectif et la concertation sur les bonnes pratiques. Optimiser la gestion des compétences, donc là, c'est anticiper la perte de savoir-faire, organiser le transfert et le tutorat. Donc on l'a vu un petit peu, hein, ça reprend un peu ce qu'on a vu, la question des parcours professionnels. Donc voir en fonction des caractéristiques, des conditions et de réalisation du travail. Anticiper l'évolution des métiers et alléger la pénibilité physique. Donc là, c'est agir directement sur le matériel ou sur l'adaptation des postes, parfois même au moment de l'aménagement des locaux, en fait, vraiment en amont. Quand il y a des nouveaux locaux, quand une entreprise intègre des nouveaux locaux, penser prévention dès l'élaboration des plans, j'ai envie de dire. Quand on parle là d'anticiper effectivement la perte de savoir-faire, il y a aussi un point qui est assez important. En fait, ça permet aussi de diminuer les conflits intergénérationnels. Entre les anciennes générations et les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, il y a un regard un peu différent sur la manière de travailler et qui peuvent parfois générer des conflits. Donc là, on est plutôt sur les risques psychosociaux. Donc on a parlé beaucoup de la santé physique, mais il y a aussi la santé mentale et donc notamment tout le pan des risques psychosociaux. Et en fait, ces conflits intergénérationnels peuvent avoir des effets assez délétères sur la santé et aller jusqu'à un risque d'inaptitude. Donc là aussi, on est dans une problématique de maintien en emploi, alors pas liée à une problématique physique, mais plutôt à une problématique psychique liée à des conflits, etc. Donc c'est vrai qu'il est bien de pouvoir mixer aussi les générations. On parle de tutorat, voilà. Donc ça va effectivement dans l'idée d'anticiper la perte de savoir-faire et d'organiser le transfert de compétences et le tutorat. Voilà, donc en conclusion, ce qu'il y a à retenir sur toute cette présentation, l'idée de ce webinaire, c'était aussi d'avoir une sorte de prise de conscience
sur le fait qu'il y a une évolution du monde du travail et une modification du rapport au travail. On l'a vu pendant la pandémie, depuis la sortie de la pandémie, les personnes n'ont pas le même rapport au travail qu'il pouvait y avoir avant. À l'époque, par exemple, les personnes pouvaient rester 30, 40 ans dans la même entreprise. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, ils auront en moyenne 4 à 5 métiers différents. Alors, pas postes différents, mais vraiment métiers différents. 4 à 5 reconversions professionnelles durant leur carrière. Donc, on n'est vraiment pas sur la même approche du travail. Il y a aussi une modification du système économique mondial, donc cette évolution des métiers. Il y a aussi une étude dernièrement qui a montré que dans les années à venir, il y a des métiers qui vont disparaître. Et puis, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Avec l'intelligence artificielle, la robotique, etc., on va vraiment avoir une énorme modification du monde du travail. Donc la PDP est vraiment un levier de productivité, d'attractivité pour faire venir ces nouvelles générations-là et fidéliser les salariés aujourd'hui qui sont déjà en place. L'engagement de l'employeur est primordial. Ça, c'est certain qu'on ne pourra jamais rien faire sans la volonté de l'employeur. J'ai déjà eu des situations de maintien en emploi qui ont été réussies parce que l'employeur voulait garder ce salarié. Et donc, il a vraiment tout mis en œuvre pour le garder. Et à l'inverse, parfois, quand l'employeur n'est pas partie prenante du maintien en emploi, on aura beau tout essayer de faire, voilà, ça reste quand même compliqué. Savoir s'appuyer aussi sur les partenaires pour mettre en place des dispositifs. Pour moi, l'employeur, il ne doit pas connaître par cœur tous les dispositifs de maintien en emploi, ce n'est pas son rôle. Par contre, juste savoir qu'il existe des partenaires qui sont là pour l'épauler, ça c'est important. Et donc vraiment, ne pas hésiter à nous solliciter. Et l'enjeu commun, c'est de favoriser la prévention primaire, donc agir le plus en amont possible, sensibiliser les salariés. Au sein de notre cellule PDP, donc on a des sessions de sensibilisation, donc n'hésitez pas aussi à ce niveau-là de nous solliciter. Voilà, quand on part d'une situation individuelle, essayer de ressortir avec cette expérience-là pour l'appliquer de manière plus collective pour être dans de la prévention primaire. Et puis, appropriation de la PDP par l'entreprise comme un enjeu de performance, puisque bien sûr, voilà, tout ce qui va être, on l'a vu au niveau des coûts, de l'attractivité, de la fidélisation des salariés, les savoir-faire, les compétences, tout ça, c'est aussi un enjeu de performance pour l'entreprise. Voilà dans les grandes lignes ce qu'il y avait à retenir. Si vous avez des questions. Je vais répondre. Donc là, on voit les partenaires principaux, CARSAT, Cap Emploi, MDPH, Transition Pro, la MDPH, et il y en a d'autres. Voilà. Il y a une remarque. Mm. Merci de votre présentation. Il me manquait dans la prévention l'encouragement d'échange entre les managers et les salariés. Quoi de mieux que de demander les salariés avec un outil pour faire cela efficacement? Et peu de ce coup, c'est questionner les salariés par un logiciel utilisant comme base les valeurs de chacun. L'outil que j'offre questionne les valeurs importantes du salarié, les valeurs vécues tous les jours et les valeurs désirées. Les résultats avec des chiffres et des graphiques sont un moyen idéal pour prendre des mesures préventives contre la désintégration des salariés. Après tout, plus tôt de mesures sont mises en place, moins grands sont les coûts. Est-ce que vous proposez déjà une telle procédure? Pas sous cette forme, en tout cas. Pas sous cette forme, non. En tout cas, merci à tous de vous être connectés à ce webinaire. J'espère que ça vous donne, voilà, en tout cas, quelques outils, quelques pistes, mais voilà. L'idée principale, c'est de savoir qu'il existe pas mal de dispositifs, beaucoup de partenaires et de savoir les solliciter. C'est l'information à retenir principalement. Merci, je vous souhaite une bonne fin de journée.